Je vais faire. Il n'y a pas une. Elle est où, Célia là? Quelle mur? Il y a pas. Tu veux pas te mettre là-bas pour téléphoner? Tu veux pas te mettre là-bas pour téléphoner? C'est bon, David? On va commencer. Petite présentation des personnes qui vont intervenir, mais on se présentera à chaque fois. Toutes les organisations syndicales de Radio France, représentatives de Radio France sont là, même les non représentatives, elles sont là, on les a vues. Donc pour Sud, Delphine, Thierry, Rémi pour l'UNSA, pour FO, Guillaume Baldi, Bertrand pour la CGT, Mathieu pour le SNJ et moi-même Renaud pour la CFDT. On va commencer par faire un petit point sur ce fameux projet, parce qu'on sait qu'il y a eu... J'ai oublié quelqu'un ? Non. Donc parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de... Tout le monde n'est pas au même niveau de connaissance sur l'actualité et où on en est de ce projet. Même si on a beaucoup écrit et comme savoir dans la presse qu'on écrit beaucoup sur le sujet. Alors cet après-midi est débattu en commission des affaires culturelles de l'Assemblée un projet de loi on va tout de suite dire de fusion, puisque le projet part d'un texte qui avait été présenté par des sénateurs il y a un an, le projet Laurent Lafon, qui était un projet de holding, c'est-à-dire de regrouper les entreprises de l'audiovisuel public au sein d'une même structure juridique sans toucher à leur structure et à leur indépendance juridique. Ça, c'était le projet du sénateur Laurent Lafon, centriste. Le projet des sénateurs LR était un peu plus précis que ça et allait un peu plus loin parce que déjà il y a un an, ils envisageaient la fusion. Et nous avons eu confirmation de la part de la ministre que son projet était bien la fusion au bout d'une holding de 1 an, la fusion de toutes les entreprises de l'audiovisuel public. Alors je vais revenir sur les différentes entreprises au sein d'une entreprise unique. Alors les entreprises concernées seraient France Télévisions, Radio France, l'INA et peut-être France Média Monde. Peut-être parce qu'en fait, un des ministères de tutelle de France Média Monde n'est pas tout à fait d'accord et qu'il y a encore débat au sein du gouvernement pour savoir si France Média Monde regagnerait la holding ou pas. Le ministère de tutelle qui n'est pas d'accord, c'est le ministère des Affaires étrangères. Donc cet après-midi est débattu, c'est la première fois que le texte va être présenté à l'Assemblée nationale, c'est la première fois que les députés vont avoir connaissance de ce que veut vraiment le gouvernement, puisque jusqu'alors, personne n'était vraiment au courant de ce qu'il y avait dans le texte. Il y a eu 278 amendements déposés déjà, sans connaître le texte. C'est déjà très intéressant. Donc, les députés étaient obligés de poser des amendements. Et il y a notamment les amendements qu'il faut examiner à la loupe. Ce sont les amendements du gouvernement, puisque, en fait, le texte présenté par le sénateur Laurent Lafon est juste un squelette sur lequel ils vont greffer un certain nombre d'amendements. T'en as relevé combien? Il y en a une trentaine du gouvernement. Hein. Et notamment, le premier amendement du gouvernement, c'est de faire une fusion de toutes les entreprises et de regrouper sous une même gouvernance, un même budget, on va développer tout ça, de faire une seule entreprise au 1er janvier 2026. Voilà pour ce qui est du projet. On va développer pourquoi nous on considère, sans le cacher, pourquoi on considère que c'est extrêmement dangereux pour Radio France. Parce que effectivement, que resterait-il de la radio derrière
un tel projet. On peut vous dire que ce matin, on a été reçu par le cabinet de la ministre et par la ministre qui a passé une tête pour nous voir, pour essayer de nous convaincre que c'était bien, qu'elle nous aimait beaucoup et qu'elle avait grandi avec la radio et que c'était formidable la radio et qu'elle n'avait absolument pas l'intention de briser la radio. Et quand on lui a dit mais la Radio France marche très bien en ce moment, pourquoi aurait-on besoin de ce projet? Elle nous a dit les entreprises sont trop dispersées, il faut retrouver une cohésion, il faut retrouver, j'ai plus les mots, hein, mais disperser vous affaiblit. Bah, nous on a dit c'est bon, hein, on fait de la radio, on est très puissant sur notre créneau, on ne voit pas ce qu'on gagnerait, si je vous assure. Voilà. Alors les seuls arguments c'est le si je vous assure. Quand on lui a fait valoir les arguments du danger de la stratégie industrielle, c'est-à-dire de faire plonger la radio et de faire en sorte finalement de récupérer, que la télé récupère du budget, parce que c'est bien ça qui va se passer, les budgets ne seront plus séparés, il n'y aura plus qu'un seul et même budget, et au sein d'une seule et même entreprise en janvier 2026. Les budgets étaient bien séparés dans le premier projet du sénateur Laurent Lafon. Il y avait du fléchage. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vais donner la parole à mes camarades pour qu'on développe. Non, mais c'est l'occasion de préciser ce que tu as dit, Renaud. Effectivement, ils ont tendance à nous dire, mais vous inquiétez pas, la radio va bien se porter après la fusion, mais sans rien mettre dans le texte qui nous garantisse que notre budget soit sanctuarisé. C'est ça qui est quand même extrêmement inquiétant, c'est que on a quand même eu le sentiment, moi je suis sorti de ce rendez-vous un peu perplexe, parce qu'on n'a pas le sentiment qu'ils sont tout à fait convaincus du projet, et surtout qu'il est tout à fait maîtrisé. Voilà. Et quand on leur oppose les arguments qu'on connaît, qu'on partage, parce que la réussite de Radio France, c'est évidemment nous tous, quand on leur présente, on leur rappelle la réussite du numérique, la réussite de nos audiences, et que c'est probablement là qu'on risque de souffrir dans le cas d'une fusion, puisque des budgets pourraient être déportés. On nous explique, oui, mais vous pourriez aussi servir de moteur pour le reste de l'audiovisuel public. Mais la question de notre média, qui est un média radiophonique et qui, dans sa forme de diffusion, est extrêmement moderne par rapport aux autres, et il ne s'agit pas de fragiliser France Télévisions, c'est pas ça la question. Mais effectivement, la radio est en soi un objet moderne, puisqu'on peut l'écouter très facilement. Et pour eux, ce qui pose réellement problème aujourd'hui, c'est la fuite des jeunes, mais les jeunes ne regardent plus que des vidéos, donc il faut s'engager. Enfin, c'est confus, c'est extrêmement confus. On ne voit pas bien notre place dans cette fusion. On a beau le répéter, les arguments qui nous opposent sont assez creux, mais on nous dit par exemple que France Média, ça sera une grande marque, mais on leur dit, on leur oppose. Radio France est une grande marque, mais elle n'existe pas sans ses chaînes. Les gens écoutent des chaînes, ils écoutent France Inter, ils écoutent Culture, ils vont sur le portail de Radio France pour prendre leur billet pour un concert. Mais voilà, ce qui fait la force de Radio France, c'est évidemment ces chaînes. Donc on s'est senti quand même, moi je me suis senti très perplexe parce que je ne les sens pas tout à fait convaincus. Les arguments sont creux et on a bien senti, à force d'opposer pas mal d'arguments, qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été fouillées. Par exemple, la question de la rémunération. On leur a dit, parce que dans le projet, quand même, à un moment ou à un autre, vous avez les conventions collectives qui tombent. J'enchaîne un peu vite. Alors, on va garder ce sujet pour un peu plus tard. Mais on sent réellement qu'à plein d'endroits, on soulevait des lièvres qui les mettaient en difficulté. En tout cas, on a essayé de rien oublier. Que ce soit les radios locales, les formations musicales, l'information, la production, l'emploi des comédiens. On a bien rappelé qu'on était la première entreprise de spectacle en France par le nombre de contrats pour les artistes, quels qu'ils soient. J'ai juste un bémol de dire Radio France fonctionne bien malgré toutes les restrictions qui sont vécues depuis 10 ans dans cette maison, et je pense que tout le monde peut en être témoin à tout niveau, au niveau du moyen de fonctionnement, au niveau des salaires. On sait très bien les problèmes qu'on a en interne, mais malgré cela, Radio France a développé en tout cas
la stratégie d'entreprise fait que nous sommes visibles, nous sommes écoutés, il y a une confiance dans l'information, dans les programmes. C'est pour ça que si les modes de production sont très importants, et on a mis ce débat sur la table ce matin. Comme l'a dit Guillaume, plus on avançait d'arguments, je ne vais pas dire que les visages se fissuraient, mais en tout cas les visages s'allongeaient, ça c'est sûr, de la part du directeur de cabinet adjoint et du conseiller social notamment. Et on parlera après du social, donc ça je laisserai. Et en tout cas, ça nous intime, je dirais, l'obligation à appuyer plus fort, à tordre le bras plus fort, à aller voir encore plus de députés pour les convaincre, parce qu'à chaque fois, voilà, on leur fait découvrir aussi ce qu'est réellement Radio France et ce qui serait potentiellement perdu dans cette fusion. La fusion au 1er janvier 2026, c'est donc une structure juridique unique, un budget unique, un seul président qui va décider pour France Média. C'est-à-dire qu'on voit bien le péril que ça constitue, ne serait-ce qu'en termes de budget, qui serait dédié à la radio. De 2025, du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026, les entreprises audiovisuelles publiques ne sont plus que des filiales de la holding. Il n'y aura plus qu'un directeur général adjoint à Radio France. Il n'y aura plus de président ni de présidente au 1er janvier 2025. Je vous laisse mesurer aussi ce que ça peut induire. Le budget, ok, serait sanctuarisé sur 2025, mais à partir de 2026, on ne sait pas comment serait redécoupée l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des entités radio qui seront peut-être rapprochées. Il faut savoir qu'il y a de la radio à France Télé, il y a les radios premières d'outre-mer, il y a de la radio à France Média Monde, RFI, nos collègues de RFI. On ne sait pas du tout comment cela sera redéployé et on n'aura plus aucune visibilité sur la réaffectation des budgets. Donc c'est vraiment périlleux. Nous, on leur a dit, on leur a rappelé notre opposition à cette fusion et même à la holding. La holding, pour nous, n'a pas de sens. Être une filiale d'un collectif audiovisuel. Pour l'instant, nous, on défend Radio France, entreprise unique, avec ses spécificités, avec ses 7 radios nationales, avec ses 44 radios locales, avec ses 4 formations musicales, avec ses 4500 salariés, avec ses 140 métiers. Pour l'instant, on est là-dessus et il va falloir, je pense, qu'à un moment, on le fasse savoir de façon assez massive. Pour résumer en quelques mots, en fait, l'état d'esprit des conseillers de la ministre. Alors la ministre ne l'a pas redit elle-même directement, mais quand on lui dit on a des succès, notamment sur le numérique, ils disent clairement le problème pour eux c'est le numérique et ils ne parlent finalement quasiment plus que de ça, même s'ils nous disent tout l'amour qu'ils peuvent avoir pour la radio et puis accessoirement pour la télé. En fait, ce qu'ils disent c'est vous avez pris le virage du numérique à Radio France. Alors évidemment, ils avaient devant eux uniquement des personnels de Radio France. En revanche, on a un problème avec France Télé qui est clairement complètement à la masse du côté du numérique. Et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est ce que disent les députés depuis 2 ans, depuis qu'il y a eu la première version du projet, même du temps de Riester avant le Covid, c'est de dire, en fait, Radio France, vous êtes agile, moins nombreux, plus efficace, plus de succès. Et en fait, on compte sur vous pour aller donner un grand coup de pied à France Télévisions, en fait. Donc, vous voyez, en fait, la mission qu'ils veulent nous donner. Donc, nous, on a eu des restrictions budgétaires. On a fait tout le virage du numérique à budget constant, quels que soient les métiers. Et là, on nous dit, maintenant, votre mission, ça va être d'aller évangéliser à France Télévisions. Je ne sais pas si vous avez des talents d'évangélisateur, mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup d'aller secouer mes collègues, mes confrères de France Télé. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire entendre. C'est ça qu'il faut faire entendre aux parlementaires. Ce n'est pas garanti que ce projet obtienne une majorité. Et je pense qu'on a encore des leviers à activer au niveau des députés. On a commencé à activer sur la partie de la majorité qui est, disons, la plus fragile, c'est-à-dire les députés MoDem. Et on va s'attaquer aux députés Horizon, même si ça sera plus compliqué de ce côté-là, pour essayer de faire en sorte que certains portent une voix un peu différente, pour qu'on ait une chance que ce projet n'arrive pas au bout. Je pense que c'est la priorité. Ensuite, on verra si on n'arrive pas à obtenir l'annulation de ce projet, qu'est-ce qu'on fait, comment on va se positionner. Mais la priorité, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est toujours faisable. La majorité, elle est complètement fragmentée. Elle se retrouve, il y a des majorités qui se créent en fonction des sujets. On comprend bien que sur ce sujet-là, il y a un axe qui peut se faire entre une partie de la majorité et les LR, sauf que chez les LR, ça commence aussi à grincer des dents parce que, notamment le sénateur Lafont dit « moi, j'ai jamais demandé la fusion ». Donc,
il y a quand même du travail à faire, de lobbying auprès des parlementaires. Oui, juste, je voudrais revenir sur le fameux découpage dont parlait Bertrand tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on serait tous regroupés sous cette appellation de France Média, et il distinguerait en fait la télé d'un côté, la radio de l'autre et le numérique également de l'autre. C'est-à-dire 3 entités différentes qui bosseraient pour France Média. C'est pas dans la loi, mais c'est l'un des amendements en fait du gouvernement. Alors, oui, la loi prévoit un certain nombre de choses, mais ne veut pas être trop restrictive, c'est-à-dire trop enfermer les choses. Et il se base beaucoup sur la rédaction de cahiers des charges pour France Média. C'est-à-dire que la télé devra faire ça, la radio devra faire ça, et le numérique devra faire ça. Et l'écriture de ce cahier des charges, on ne sait pas encore trop qui va le rédiger. On a demandé à ce que les organisations syndicales soient de la partie, puisque nous sommes tous ensemble des experts en fait, de nos métiers et de nos médias. Et il ne faudrait pas qu'on nous impose des choses pas faisables ou que nous ne voulons pas. Et puis après, il y a tout l'aspect social, là, qui est un énorme boulot. Simplement rappeler, et puis on a conclu, quand même, on est parti en disant qu'on espérait qu'on n'allait pas les revoir de sitôt. Donc, simplement savoir que ce projet, il a été bâclé, on peut dire, hein. C'est fait dans la précipitation, c'est-à-dire qu'il n'est pas écrit à toutes les questions. On avait des questions très très précises. On est allé assez loin dans nos questions. Ils ne sont pas allés très très loin dans les réponses, c'est-à-dire que parfois c'était on ne veut pas aller trop loin dans la loi parce qu'il n'y avait pas de réponse et parce qu'ils n'avaient pas travaillé sur la question. La réalité, c'est ça. Même sur ce qu'on va aborder et la structure sociale. Donc voilà, on sait que c'est dans la précipitation. Le sujet, c'est pas tellement un sujet de stratégie industrielle. Le sujet, c'est un sujet politique et de majorité politique, un jeu, et on fait l'objet d'un jeu, peu importe ce qu'on fait, on mettrait des petits points en boîte, ce serait pareil. C'est pas le sujet, l'audiovisuel. Le sujet, c'est une histoire de majorité politique. Voilà, il faut bien le comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut absolument résister à ça. C'est pour ça qu'il faut les pousser sur développer des arguments d'un point de vue de la stratégie industrielle, parce qu'on voit bien que ça ne tient pas. Parce que leur argument, un des arguments de la ministre a été de dire, partout en Europe, sauf en Suède et en France, les sociétés d'audiovisuel public sont regroupées. Oui, et ben voilà, donc il faudrait faire comme les autres. Mais derrière ça, il n'y avait pas d'argument. On a dit, ben, c'est normal. Il n'y a pas un autre pays où la radio est aussi importante. Oui, ben quand même, voilà. Mais c'est ce genre de dialogue qu'on a. Hein. Donc c'est-à-dire que derrière, il n'y a pas d'argument. Le seul argument, c'est séparé, on est fragile, regroupé, on est plus fort. Voilà. Mais alors après, d'un point de vue industriel, et quand même, on peut se dire que quand on les entend parler, à chaque fois qu'ils prononcent le mot audiovisuel, c'est le mot télévision qu'il y a derrière. Voilà. On va y arriver. Oui, Guillaume Baldi pour Force Ouvrière. On va y arriver à la masse salariale, puisque ça a été l'objet de longs débats, et c'est là aussi qu'on a quand même eu le sentiment qu'on levait des lièvres qui n'avaient pas été jusque-là repérés. Il y a quand même eu un argument, moi, qui m'a extrêmement surpris, même un peu choqué, c'est quand ils ont fini par nous dire, puis vous comprenez, alors toujours sur cet argument, on sera plus fort ensemble, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on pourrait imaginer un changement important pour les prochaines élections présidentielles qui font que vous seriez moins menacés sous une fusion que dans des directions séparées. Ça, voilà, je pense que vous aurez compris le message, grosso modo. Il n'a pas été dit plus clairement, mais enfin, c'était quand même ça que ça voulait dire.
Voilà. Mais c'est vrai que sur les arguments, on sent que les arguments sont assez vite neutralisés sur Radio France parce que finalement, on peut pas. Enfin, ils conviennent de notre réussite, ils conviennent de nos chiffres, ils conviennent. On leur a expliqué qu'on venait du monde entier rencontrer notre direction numérique pour comprendre comment on avait pu en arriver si bien là. Voilà. Tout est disqualifié dès qu'on aborde Radio France, en fait. Leur problème, moi, j'ai eu ce sentiment aussi, c'est que voilà, comprenez, on sera plus fort et puis peut-être que France Télévisions sera plus forte si elle est épaule contre épaule avec vous. Voilà, c'est ça que je retiens un peu. Il y a un élément qu'on a oublié de préciser, mais on les entend tellement tous les jours, on fait des ellipses, c'est le chantage au financement, à la sanctuarisation du financement. Parce qu'elle l'a redit à 3 reprises, moi je mettais des croix. Donc à 3 reprises, elle nous a expliqué, écoutez, si le projet passe, moi je m'engage à faire en sorte que le financement de l'audiovisuel public soit sanctuarisé. Elle ne nous a pas dit sur 5 ans ou sur 10 ans. Hein. Elle est pas... Mais en gros, c'était ça. Donc, mais par contre, si le projet passe pas, alors là, il y a beaucoup de risques. Et moi, je ne pousserai pas. Et on l'a également eu en audition à l'Assemblée nationale des affaires culturelles où seulement le groupe Renaissance et le groupe LR étaient représentés. Les autres souhaitaient nous voir, mais séparément. Donc eux nous ont expliqué que de toute façon, si jamais ils n'obtenaient pas la fusion, ils voteraient contre la sanctuarisation du financement. Voilà. Non, mais c'était comme ça que c'était exprimé. C'est absolument dingue. C'est-à-dire qu'il y avait là non plus absolument aucun argument industriel, juste un chantage politique. Peut-être un petit mot d'explication sur leur projet en termes de financement, en termes de pérennisation du budget. Jusqu'à cette année, c'est donc une fraction de la TVA qui permet de nous financer depuis qu'on n'a plus la redevance. Là, ce qu'ils proposent, c'est ce qu'on appelle un prélèvement sur recette. En fait, leur idée, c'est le prélèvement sur recette existe pour les collectivités locales, le budget des collectivités locales et le budget de l'Union européenne. Et donc leur idée, c'est de mettre le service public, l'audiovisuel public, sur ce même niveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le budget est voté, il y a une part qui va automatiquement et sans possibilité pour Bercy d'y toucher sur le budget de l'audiovisuel public, de même que pour l'Union européenne et les collectivités locales. Donc c'est un peu plus de sécurité sur le système de financement, et c'est vraiment très important que chaque année, en dépit des votes des députés, Bercy ne puisse pas passer derrière pour nous retirer du budget. Je vous rappelle que c'est ce qu'a fait Bercy cette année, puisqu'on avait une part variable pour 2014 à 15 millions d'euros, qui a été amputée dans le cadre des rabots budgétaires de l'État de 3 millions et quasiment 3 millions et demi, 3 millions 3 d'euros, cette part variable de Radio France. Donc, en dépit des engagements qui avaient été pris par la majorité et qui avaient été votés, Bercy est passé derrière pour nous réduire le budget. Ce que propose aujourd'hui la ministre permettrait d'éviter ça. Mais vous l'avez compris, c'est évidemment dans le chantage de faire la fusion en contrepartie de cette sécurisation du financement. Juste pour dire quand même que cette sécurité-là, on l'avait au moment de la contribution à l'audiovisuel public. Donc on revient juste au niveau de sécurité qui était le nôtre au moment de la contribution à l'audiovisuel public. Donc c'était il y a juste 2 ans, quoi. Donc c'était pas si loin que ça. Et un volet aussi qu'on a abordé, un volet qui nous concerne, tout nous concerne tous, mais le volet social, et notamment sur les textes en vigueur. De fait, alors si le projet est adopté, la holding vivrait sa vie du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026, avec chaque entreprise comme filiale qui conserverait ses textes collectifs. Au 1er janvier 2026, tout tombe. Enfin, c'est pérennisé le temps d'une négociation qu'ils pensent aligner sur la plus longue durée de négociation. Ce serait 27 mois de négociation. Et en 27 mois de négociation, c'est-à-dire à peine plus de 2 ans, on a mis plus de 4 ans à négocier le NAC. Je vois Johan Viau, négociateur de Radio France, qui sourit. Voilà. Voilà. Désolé de vous avoir ghosté. Bon, bref. Johan, en 27 mois, on devrait négocier un texte commun aux 4 filiales, c'est-à-dire France Télévisions, France Média Monde, INA et Radio France. Alors, je ne pense pas qu'il faille s'illusionner quand même
même si on peut imaginer ça, que tout serait aligné sur le mieux-disant. Certains qui penseraient que la réforme est excellente parce qu'on va super mieux gagner notre vie, parce que c'est vrai que les salaires à Radio France sont ce qu'ils sont, et on le sait tous. Je pense qu'il faut quand même être extrêmement vigilant. Voilà. Et d'ailleurs, il ne s'engage même pas à mettre sur le mieux-disant, parce que je pense que ce serait facile à faire, on mettrait tout sur le mieux, puis voilà, il ne faudrait pas 27 mois. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça ouvre une grande période d'incertitude, sachant que eux ont éventuellement émis le souhait, mais voilà, ils nous testaient, ils étaient d'ouvrir cette période de négociation au 1er janvier 2025. C'est-à-dire qu'on terminerait la négociation en mars 2027, qui est une année, comment dire, voilà, un petit peu, voilà, qui sera une année spéciale. Voilà. Donc, on leur a dit attention au calendrier, et puis surtout, ce qu'on a dit aussi, c'est de 2025 à 2026, on va avoir déjà énormément de choses à gérer dans le cadre de la holding. Et entamer déjà la négociation sur le texte collectif pour finalement derrière avoir que 15 mois de négociation réelle sur un texte de fusion, non, ça paraît pas réalisable. Donc voilà, on leur a laissé, en tout cas avec toutes nos remarques, je pense qu'ils ont bien transpiré, mais voilà, en tout cas, ça ouvre quand même une période d'incertitude qui est extrêmement grande. Et enfin, là, je vais te dire, pour la CGT, a priori, voilà, on s'en doutait déjà, mais plus que jamais, on a tout à perdre dans cette histoire. On a tout à perdre. Je pense que c'est relativement partagé, mais je préfère le dire. C'est partagé, je pense. Oui, non, voilà. mais... Donc on ne peut pas ne pas signifier à notre tutelle, on ne peut pas ne pas signifier à nos auditeurs que ce projet qui est en train d'être débattu en commission culture puis à l'Assemblée est mortifère pour, en tout cas, la radio de service public. On ne peut pas. Je pense que c'est pas un bon projet pour l'audiovisuel public, mais alors pour la radio de service public, je prends pour le coup. Alors c'est vraiment un casus belli pour nous, en tout cas. Bah si, elle a dit c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Au contraire, s'il y a du sureffectif... 9000. C'était pas du tout l'argument. C'était pas du tout l'argument. C'est il n'y a pas de projet de plan social, de quoi que ce soit. Ils sont bien conscients qu'il va y avoir sureffectif. On redéploie tout sur le numérique. Donc on va être super balèze en numérique. Et ce qu'a dit, comment ? Vas-y. Oui. Non mais Vas-y. Sur les directions support, parce que leurs économies pensent les réaliser sur les directions support. Qu'est-ce qu'une direction support ? La DRH, la direction financière, la direction des achats. Toutes ces directions, c'est là qu'ils pensent faire des économies. Alors on leur a demandé la démonstration. Là, ils n'étaient pas capables de nous faire la démonstration. Nous, on leur a fait la démonstration contraire sur la DRH. oui, voilà. On a fait la démonstration contraire sur la DRH, c'est-à-dire que la DRH est quand même maillée selon un effectif et que c'est pas en réunissant deux sociétés avec un certain nombre de salariés qu'on allait évidemment réduire l'effectif des RH. Bref, moi de mon côté, j'ai conclu en disant que la fusion était un projet de boomer. Parce que pour le coup, je trouve le projet assez poussiéreux, assez ancien. La question, moi, qui me travaille aujourd'hui, alors évidemment qu'on est tous opposés à la fusion, enfin je crois, en tout cas FO, on l'est évidemment, c'est la question des négociations en cours. Alors là, on les a sentis un petit peu mal à l'aise. J'ai pas tellement envie, Johan, pardon, mais de me retrouver aujourd'hui sur des tables de négociation alors que toutes les cartes vont être battues dans 8 mois. Donc, on va faire la pioche dans ce qui peut être intéressant, peut-être de garder parce qu'elle aurait un avenir dans une fusion. Enfin, c'est très, très, très compliqué. Nous, pour l'instant, notre position, c'est qu'il n'y a pas de négociation tant qu'il n'y a pas de vision plus claire de l'avenir. Juste par rapport à l'alignement des conventions, vous donnez un chiffre parce que c'est un chiffre que certains députés ont agité et qui nous a été reconfirmé ce matin au ministère. Il y aurait, et je crois qu'il faut mettre le conditionnel, il y aurait une étude de l'Inspection générale des finances qui chiffrerait l'alignement des conventions des 3 ou 4 entreprises à environ 20 millions d'euros par an. Attends, laisse-moi finir. Bon alors, sur les deux, 20 millions d'euros par an. Avec l'idée que dans certains métiers, il y a pas mal d'écarts, notamment chez les PTA. Chez les journalistes, il y a à peu près un consensus pour considérer qu'il n'y a plus tant que ça d'écart entre les deux. Après, est-ce qu'ils vont le faire ?
Moi, j'y crois pas du tout, pas un instant. Il y a eu des grandes fusions dans des grands groupes, y compris dans des groupes publics, où on a tout simplement pris les conventions telles qu'elles existaient, on a laissé les gens qui étaient sous des conventions, et puis on a créé une autre convention pour ceux qui rentrent dans l'entreprise, qui est évidemment pas alignée sur les autres et qui est nettement moins disante. Enfin, faut être lucide. Jamais les députés ne voteront un projet qui doit coûter 20 millions d'euros de plus par an à l'État. C'est Donc, justement il n'y aura jamais d'alignement, en tout cas jamais d'alignement par le haut. Faut pas rêver. justement une des questions, c'est est-ce qu'on sait ou on pressent intuitivement qu'une fusion, de toute façon, ça va coûter une blinde, un max de caillasse, parce que tu vas être obligé de créer une superstructure en plus pour tout le bordel. Est-ce qu'ils sont conscients que ça va leur coûter beaucoup plus que ce qu'ils pensent économiser à terme? Est-ce que ça, c'est un argument que vous portez, qu'ils entendent ou qu'ils font semblant de ne pas entendre? On peut vous dire qu'on a senti une petite faille dans la discussion avec Bercy. Il y a peut-être quelque chose à essayer d'approfondir là, parce que effectivement, pour l'instant, ils n'ont pas fait la démonstration. C'est là-dessus et sur le financement et la pérennisation du financement de l'audiovisuel public, ils sont pas forcément très d'accord à Bercy. D'ailleurs, ils sont très discrets. Et en conseil d'administration, les représentants de Bercy sont très discrets. Ils baissent la tête quand le sujet est abordé et ils n'ont absolument jamais fait une seule remarque sur le sujet. Voilà. Oui, tu peux répondre. Allez. Alors sur la pub, dans le projet de la PPL de Lafont au Sénat, il y avait l'idée de plafonner la publicité. Pour mémoire, elle ne l'est pas à France Télé, elle l'est chez nous, non pas dans le cadre de la loi, mais dans le cadre du COM, notamment la pub broadcast. La pub radio, elle est plafonnée à 42 millions d'euros. Là, le projet du gouvernement, c'est d'enlever ce plafonnement, avec l'argument de dire il faut que les entreprises puissent profiter des bénéfices de leur succès d'audience. Donc, il ne parle pas d'augmenter la pub en termes de volume, mais en termes de valeur, si jamais nos audiences devaient augmenter et qu'on puisse valoriser plus la pub. C'est la seule question qui a été abordée et c'est un des amendements du gouvernement contre le projet de PPL au Sénat de Lafont. Ouais, sur ce point, dans les amendements, il y a la fusion, mais il y a aussi la confusion, parce que il y a un amendement du gouvernement qui prévoit qu'on déplafonne effectivement les ressources publicitaires. Ça, c'est Bercy qui souhaite que, grâce au déplafonnement des ressources, on puisse absorber les coûts de la fusion. Mais il y a un amendement d'une députée de la majorité qui, à l'inverse, dit qu'il faut diminuer la pub pour satisfaire le privé, parce que le privé fait un lobbying important. D'autre part, sur le financement, je voudrais aussi apporter quelque chose, c'est que France Télévisions gardera une obligation de soutien à la création. C'est quoi cette obligation? C'est environ 400 millions que France Télévisions donne aux producteurs privés chaque année pour soutenir la création en France. Mais ça veut dire de la production externe. C'est-à-dire qu'on rentre dans une autre logique. C'est-à-dire qu'on maintiendrait ce niveau de financement pour de la production privée, mais production interne, en commençant par les podcasts, par exemple, on ne sait pas où on va. On a posé le sujet ce matin. On leur a dit que les obligations de France Télévisions, les obligations de diffuseurs, les obligations par rapport à la loi TASCA, faisaient que si tout d'un coup il y avait absolument besoin de financer une production, s'ils étaient en dessous du quota, ils viendraient chercher du budget n'importe où, dans n'importe quel secteur d'activité de France Média, c'est-à-dire la radio, l'INA, enfin n'importe quel autre secteur. Il faudrait absolument financer ces obligations. Donc voilà, ça va nous obliger. Et évidemment, à ce moment-là, il faudrait réduire d'autant les autres activités pour financer des productions du privé. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Petit mot pour dire aussi qu'on a posé la question du cahier des missions et des charges. C'est-à-dire que la loi de 86 détermine bien les missions de chaque entreprise. Et de fait, tout sera rebattu dans le cadre de la création de France Média. Donc ça va être très important parce que s'il y a des missions que nous n'avons plus à exercer, ça peut avoir un impact sur l'activité. Et autre chose aussi, rapidement, on a parlé du bâtiment historique de la Maison de la Radio.
On leur a dit, attendez, ce bâtiment, de fait, le coût initial a été payé par les salariés. C'est-à-dire que le budget de Radio France, 30% du budget de Radio France était consacré, 30% du budget consacré à la réhabilitation émanait de Radio France. Le coût a été quasiment multiplié par 3, donc de fait, ça a été pris sur nos salaires, nos formations, les investissements, etc., etc. On leur a dit, c'est pas pour que France Média, qui va récupérer le bâtiment en 2026, parce que tous les actifs remontent au niveau de l'entreprise fusionnée, puisse après le vendre à l'encan. C'est-à-dire qu'on va avoir des studios de création qui vont être livrés, etc., etc. C'est pas pour les vendre derrière, même si on sait déjà que dans le cadre du projet stratégique de Sibylle Veil, la diversification, etc., etc. Par rapport aux suppressions de postes, je reviens sur ce que tu as dit, n'oublions pas quand même que ce projet de fusion n'est pas encore réalisé, mais il y a un projet stratégique de Radio France qui quand même spécifie des suppressions de postes pour des redéploiements. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a un projet stratégique de Radio France qui ne doit pas être minimisé par rapport à l'énorme problème que constitue la fusion future. Dans le projet stratégique, il y a des problèmes que nous avons pointés. Et il ne faudra pas les occulter. Là, il y a une lettre qui a été signée par des techniciens et des réalisateurs, ils sont plus de 200, pour bien dire ce qu'ils pensent de la soi-disant réforme de mode de production, qui est transmise à la direction. Il y a des réactions dans différents secteurs. Il y a deux fers au feu. Alors c'est vrai qu'on est un peu entre les deux. Là, il y a ce problème gigantesque de la réforme de l'audiovisuel public. Mais n'oublions pas que le projet stratégique présenté par Sibylle Veil comporte aussi des dispositions qui, en tout cas, sont à même de pouvoir nous faire réagir. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'au sein de Radio France, on commence à saper les fondations pour qu'après la fusion nous fasse basculer. En tout cas, nous, on veut être ferme sur nos appuis pour, quand arrivera le shoot, qu'on puisse l'encaisser, quoi. C'est pas lié, mais ce serait une conjonction heureuse, je pense, dans le cadre d'une future fusion. Je voudrais bien justement que vous nous parliez de la position de la présidence et du groupe par rapport à la fusion. Mais d'abord, puisque vous nous dites qu'il n'y a pas de sujet industriel, que ça n'est pas un sujet industriel, qu'il n'est pas évident que ça fasse des économies, ça va se faire des économies. En tout cas, c'est pas sûr, c'est pas... qu'il n'y a pas d'argument à part si on vous assure qu'on sera plus fort, si on est regroupé, en tous les cas vous, si vous êtes regroupé. Comment interprétez-vous d'abord le fond? Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites que c'est politique? Quel est l'intérêt du gouvernement et en l'occurrence de la ministre de la Culture aujourd'hui de le faire là? Et d'ailleurs, pourquoi autant de précipitation? Comment vous l'interprétez pour qu'on comprenne qu'on est tous les tenants et les aboutissants? Au fond, il y a quoi? C'est un peu difficile pour nous d'interpréter. Après, la ministre a un agenda personnel. Chaque groupe parlementaire... Je comprends ce que tu veux dire quand il a un agenda personnel. L'agenda, je le vois, mais quel est l'intérêt pour elle de faire ça? Quelqu'un qui porte une loi qui porte son nom pour les 40 ou 50 ans sur l'audiovisuel public, c'est pas rien. Quelqu'un qui potentiellement est candidate à la capitale du pays, c'est pas rien, etc., etc. Mais nous, on ne veut pas aller sur ce terrain-là. Nous, on reste en tout cas sur la défense avec argumenté du pourquoi on veut que Radio France reste une entreprise unique. Et je pense qu'on a prouvé depuis 10 ans, malgré toutes les restrictions dont on a fait l'objet, que en tout cas, ça a du sens. Puis ça a du sens pour nous, mais aussi pour nos auditeurs. Je pense que ça a du sens pour les 15 millions d'auditeurs. Il y a quand même un Français sur 4 qui écoute une chaîne de cette maison. Il y a des centaines de millions de téléchargements. Enfin bref, tout ça on le sait. Nous ici, présentement, on vient vers vous aussi pour à la fois vous informer, vous dire mais on a quelque chose à défendre. Alors, ce quelque chose à défendre, il faut qu'on détermine les moyens de le faire. Et nous, en attendant, on va réinterpeller les parlementaires, parce que le vote, c'est les parlementaires qui le feront. Ce ne sera pas le conseiller de Rachida Dati ou ce ne sera pas les salariés de Radio France. Donc nous, on va continuer, on va prendre notre bâton de pèlerin. Juste une précision, on a laissé entendre que le vote, l'examen du texte serait reporté du 23-24 mai au 24 juin pour des raisons de surcharge parlementaire sur la loi de souveraineté. Non. Ce serait repoussé parce qu'il y a la loi sur la souveraineté alimentaire qui apparemment a 4000 amendements. Tout ne serait pas traité dans les temps, donc ça repousserait.
On devait avoir l'info ce matin. Apparemment, c'est toujours pas déterminé. Pour l'instant, c'est toujours 23. Voilà. Ça, non, ils feront pas. Non, pas. Oui. Ils vont pas gâcher un 49.3 sur une radio. Enfin, je pense pas. Enfin. Non, pour essayer de répondre à ta question, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est de l'interprétation, parce que en fait, il y a une espèce d'incantation en disant vous serez plus fort, y compris politiquement. Elle dit vous serez plus fort rassemblés que éparpillés politiquement face au pouvoir. Pardon. Chose que nous on lui dit c'est un pari. Enfin, on peut avoir à peu près autant d'arguments contre que pour là-dessus. Je pense qu'il y a une opportunité, elle voit une opportunité de calendrier, parce qu'effectivement, s'ils ne le font pas maintenant, comme elle le dit, ça repousse à après 2027. Et c'est aussi l'occasion, c'est pas la première fois qu'on voit arriver, ça fait quand même 15 ans qu'on voit des rapports qui émanent en général plutôt de parlementaires à droite, qui préconisent un rassemblement de l'audiovisuel public. Alors, pour certains, l'idée de faire des économies derrière. Le gouvernement Dati nous assure que ce n'est pas le projet. On peut quand même avoir des doutes. Et puis sinon, après, voilà, le discours, c'est de dire vous serez plus fort. Et on sent qu'il y a une injonction aussi qui est de dégager des moyens au sein de ce truc fusionné pour ce qui les obsède, c'est répondre aux plateformes. Mais ça, on leur dit, mais ça, c'est pas la radio, c'est pas de l'audio. Nous, on le fait déjà. Et aller chercher les jeunes. C'est le grand truc qui les obsède. Aller chercher les jeunes et répondre aux plateformes. Mais c'est une injonction. Quand on leur dit que ça ne nous concerne pas vraiment et qu'on leur démontre que nous, en radio, on le fait déjà et qu'on n'a pas besoin de se rassembler pour ça, c'est un truc qu'ils ne veulent pas entendre et donc ils répètent en boucle « ouais, mais quand même ». Non, mais il y a un autre sujet aussi qu'il ne faut pas oublier et qui apparaît de plus en plus clairement. Vous savez, c'est comme les messages en colo au jus de citron, là, au fur et à mesure. Ça apparaît très, très clairement. C'est la reprise en main politique. Bien évidemment, c'est plus facile, ils le disent, c'est plus facile de diriger 4 entreprises de l'audiovisuel public si elles sont regroupées, mais c'est plus facile à tenir également. C'est-à-dire que quand on a un seul dirigeant au sommet, on ne voulait pas le dire, nous au début, on ne l'a pas dit clairement, mais bon, moi ça a été repris ce matin dans Ouest France, c'était dans une conversation et ça a été repris, donc on le dit clairement, pour nous c'est une tentative, c'est aussi une tentative de reprise en main politique de type ORTF. Voilà, c'est beaucoup plus facile, et surtout vis-à-vis de Radio France, qui est une entreprise qui a fait la démonstration de son indépendance, et ça déplaît de plus en plus. Donc aujourd'hui, voilà, il y a quand même cette idée-là, ça plaît à un certain nombre de représentants politiques, notamment... oui, éventuellement. Je sais pas, je vais pas parler à la place du président de la République, mais je peux parler qu'à la place de ceux qui l'ont laissé entendre. Voilà. On va vous donner la parole, Renaud, si tu veux bien. Merci. Et je complète juste sur un point quand même. On a vu des rapprochements. On a vu la BBC, on a vu Radio-Canada, la RTS, quand même bien la votation, quand bien même la votation confirme toujours l'attachement des auditeurs à leur chaîne. Ça a été aussi des suppressions d'emplois. Donc, il faut garder ça à l'esprit quand même. Hein. À chaque fois qu'on a regroupé des audiovisuels publics, ça s'est soldé par des suppressions d'emplois. Moi, j'ai 2 questions. Si vraiment c'est confirmé que l'examen du texte est repoussé fin juin, qu'est-ce qu'on fait du préavis de grève le 23 et 24 ? Et ma deuxième question, c'est que savez-vous de la mobilisation des autres groupes, quoi ? Est-ce que à France Télé ça réagit ? Est-ce que France 24 ça réagit ? Enfin voilà, est-ce qu'on pourrait imaginer un mouvement commun ou alors il n'y a que nous qui nous révoltons ? À France Télé, ça commence à réagir, surtout après avoir entendu que tous les accords d'entreprise allaient être remis à plat et que donc le cadre social allait exploser. Donc là, évidemment, il y a un certain nombre... Là, les salariés commencent vraiment à se poser des questions, surtout que Delphine Ernotte avait commencé à faire des annonces il y a quelques semaines en voulant tout rediscuter, notamment l'accord 35 heures, etc. Donc ça commence à inquiéter à France Télé. Il y a une mobilisation qui est très importante, c'est à Radio France. De toute façon, c'est clair que, et comme on l'a tous dit, c'est nous qui avons le plus gros à perdre. Donc évidemment, on commence à sentir la mobilisation et elle va être très importante. Si la ministre est venue nous faire un petit coucou ce matin, qu'elle est restée quand même au moins 30 ou 40 minutes avec nous,
c'est pas parce qu'elle avait rien à faire, et surtout qu'il y avait les conseillers derrière qui essayaient de l'attirer, c'est qu'elle essayait de nous convaincre qu'il allait pas falloir faire trop de bruit parce que ce projet, il était vraiment bien et c'était vraiment pour nous. Non, mais voilà. Donc, on a bien compris que notre mobilisation, elle est très, très gênante au moment d'une discussion parce que, en fait, ce projet, il est arrivé comme ça, il a été balancé pour que les députés n'aient pas, un certain nombre de députés n'aient pas le temps de se poser des questions sur le sujet et veuillent passer au sujet suivant. Donc, le fait d'être mobilisé, le fait qu'il commence à y avoir des articles dans la presse pour dire attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est n'importe quoi du point de vue industriel. Ça commence à ruminer dans un certain nombre de salons politiques. Donc il faut continuer, c'est très important. Alors je vais enchaîner peut-être pour dire que nous, bien entendu, comme on ne sait pas si le sujet sera débattu ou pas le 23 et le 24 mai, on va maintenir notre mobilisation et notre appel à la grève le 23 et 24 mai et déposer un préavis qui sera peut-être pour le 23, peut-être pour le 24. On va voir, on va en discuter entre nous, mais de toute façon, on va... Le 23, c'est sûr. Et il va falloir faire une démonstration parce qu'on peut vous dire que ça inquiète. Voilà. Donc, il va falloir être très fort. Moi, Oui, elle s'est posée en opposante, mais on ne va pas parler à sa place, c'est pas à nous, elle vous le dira. Mais bon, après, on voit ce qu'il advient des PDG du public, des entreprises publiques qui remuent un peu trop. Donc voilà. Moi, j'ai une question. Comptons sur nous-mêmes. Une holding suivie d'une fusion, ça s'est déjà vu en 2009 à RFI et France 24. C'était un beau laboratoire, je pense, sur pas mal de choses qui se passent ici. Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce que vous avez des retours de collègues de RFI, voire éventuellement de France 24, sur comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a pu être négocié? Qu'est-ce qui ne l'a pas été? Qu'on sache un peu ce qui nous attend. On a des retours. Je ne pourrais pas répondre à toutes tes questions, mais en tout cas, actuellement, par exemple, pour ceux qui connaissent les TCR, les techniciens chargés de réalisation, sont en grève actuellement à RFI parce que d'année en année, ils ont eu de plus en plus une charge de travail de plus en plus grande et des moins en moins de moyens possibles. Problèmes sur les salaires, etc. etc. Donc ça n'a pas été un gain en tout cas pour la radio et pour RFI. Donc avec, je pense que vous vous en souvenez, suppression d'un nombre de rédactions étrangères en masse. Enfin, moi en plus j'ai bossé à RFI, à l'époque il y avait une vingtaine de rédactions étrangères, maintenant il y en a 4 ou 5. Quoi, je veux dire, donc tout a été sabré. Mais RFI... Deux plans sociaux d'affilée. Deux plans sociaux, voilà, il y a des plans sociaux, c'est pour ça que on a du mal quand même, ils ont beau dire mais non, c'est pas pour faire des économies, c'est pour faire, voilà, on va éviter les doublons, etc. Comment ne pas imaginer après que dans une fusion avec un seul PDG, avec une seule entreprise, avec un seul texte collectif, et après une élection présidentielle en 2027, les législateurs disent attendez, là ça coûte quand même un peu cher tout ça, va falloir voilà, entreprendre des choses, surtout sous la pression, parce que ne nous y trompons pas non plus. La ministre est très gentille quand elle dit mais c'est pour aussi regarder les groupes privés qui deviennent de plus en plus puissants, qui sont de plus en plus présents, etc. Il faut vous protéger. Moi je pense que les groupes privés sont très contents de cette réforme, très contents de cette future réforme, donc qui affaiblit de fait l'audiovisuel public et notamment Radio France. Donc je pense qu'il ne faut pas être dupe sur... voilà, elle nous a joué de la mandoline tout à l'heure pendant 40 minutes. C'était au théâtre ce soir, je veux dire, on l'a vu arriver, c'était extraordinaire, quoi. C'était pas du tout prévu, hein, c'était pas du tout prévu. Mais ça dit quelque chose en tout cas sur le fait qu'ils sont attentifs à la manière dont nous, on va réagir. Donc c'est pour ça que nous, je serais tenté de dire, pour ceux qui ne se sont pas mobilisés depuis 10, 15 ou 20 ans à Radio France, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que je pense que là, il y a un vrai enjeu si on veut vraiment pérenniser cette entreprise telle qu'elle existe maintenant. Et puis nous, on est peut-être naïfs, mais on a toujours l'ambition de pérenniser cette entreprise, mais avec plus de moyens, pour la production, pour l'information, pour la création, pour les formations musicales, pour les radios locales, etc. etc. Parce qu'on pense qu'il y a un vrai enjeu à développer, notamment Radio France. C'est vrai qu'on sort du bureau du ministère et qu'on a un peu l'impression de s'être fait embarquer dans cette réforme. Il ne faut pas imaginer qu'on l'accompagne. On n'est pas d'accord et il est encore temps. En fait, le fait que, comme tu viens de le dire, Bertrand, Rachida Dati soit arrivée comme ça, comme une marionnette au milieu de tout ça, c'est évidemment pas un hasard. Et c'est bien la preuve qu'ils ne sont pas si rassurés que ça et qu'ils ont peur de notre mobilisation. Ils savaient très bien qu'on serait en grève le 23, ils nous l'ont dit.
ils attendent de voir justement quelle va être la réaction de notre entreprise. Donc, il est indispensable. La grève de dimanche dernier, par exemple, a marqué, ça a marqué Inter, ça a marqué les antennes. Je pense qu'ils ne sont pas rassurés quand même et que notre rôle là, c'est vraiment de montrer à tout prix ce qu'on veut défendre. Donc le 23, c'est ultra important. Il y avait un micro là. T'as un micro là quelque part ? Je sais pas où il est. Ouais, merci. Excuse-moi. Je voulais rebondir à la fois sur ce que tu viens de dire et sur ce qu'a dit Bertrand tout à l'heure. Quel lien justement vous faites avec la mobilisation qui a lieu à France Inter en ce moment ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour mener les deux combats de front ? Voilà, c'était ma question. Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a plusieurs fronts à la fois. Ils ne sont pas forcément hiérarchisés. Mais là, sur 23-24, clairement, parce que c'est aussi un enjeu qui nous dépasse, nous, Radio France, et avec lequel il faut qu'on voit. En principe, il devrait y avoir des préavis aussi, pour répondre à la question tout à l'heure. Sur le 23-24, il est prévu qu'il y ait des préavis au moins à France Télé, à l'INA et France Média Monde aussi. Donc voilà, comment on articule ça avec d'autres mobilisations en cours ? C'est une question qu'il faut qu'on débatte ici dans les AG, c'est une question qu'il faut qu'on débatte aussi entre nous et qui n'est pas, pour être honnête avec toi, qui n'est pas tranchée. Je ne voulais pas parler du fond, je voulais juste parler de mode d'action, comment on les lit. Voilà, c'est pas évident à trancher. On peut faire des liens, on peut faire d'autres qu'on n'a pas forcément à faire, mais c'est pas tranché. Mais en tout cas, sur la mobilisation contre le projet, moi je crois qu'il faut que, sur le tempo, il faut qu'on arrête de se poser trop de questions. Maintenant, on en sait suffisamment. Et ce matin, c'était quand même hallucinant. D'abord, la légèreté avec laquelle ils sont en train de pondre au pas de charge une réforme qui potentiellement peut foutre le bordel et affaiblir pendant 10 ans l'audiovisuel public en France, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'ils en étaient quand même à prendre des notes sur ce qu'on leur disait, nous, des dangers de leur machin. Donc ça suffit, quoi. On sait que ce truc est une merde, aussi bien la holding, puisqu'elle doit mener à la fusion, que la fusion. On sait que c'est ça qu'ils veulent faire. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on bouge et qu'on montre très fortement qu'on est prêt à se bouger contre ce truc, quoi. Donc je pense qu'il faut maintenir les dates du 23. Et moi, perso, c'est une position perso, on n'en a pas encore discuté, mais moi je pense qu'il faut maintenir 23-24, puisque la discussion doit avoir lieu le 23-24. Et je pense qu'il faudra se mobiliser fortement ce jour-là. J'espère que la mobilisation sera forte aussi dans les autres entreprises. Malheureusement, à France Télé, on sait qu'ils n'ont pas la capacité qu'on a, nous, à bloquer leurs antennes. Donc forcément, si la grève est forte chez nous, elle s'entendra beaucoup plus fortement chez nous. Mais je dirais, bon, voilà. Après, oui, nous, on a beaucoup à craindre. La télé a beaucoup à craindre. Donc je pense qu'ils seront mobilisés aussi. Ils ont aussi à craindre. Je pense que sur leur mode de production, ils ont beaucoup à craindre. Et sur les garanties, sur l'emploi, oui, on peut très bien avoir un emploi on est bien placé pour le savoir ici. On peut avoir un niveau d'emploi qui reste stable, mais des redéploiements en interne dans une holding, dans une entreprise fusionnée, et ça a des conséquences aussi qui peuvent être très importantes. Donc voilà, je pense qu'il faut maintenir la date du 23-24. Je pense qu'il faudra être massivement en grève ces jours-là et leur montrer qu'on est prêt à se bouger et pour faire pression sur les parlementaires, parce que la balle est dans leur camp maintenant. Sur le gouvernement, on a compris qu'ils ne veulent pas bouger, ils n'entendent pas ce qu'on leur dit. Ils n'entendent pas et c'est un dialogue de sourds. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp des parlementaires, c'est sur eux qu'il faut faire pression avec ce mouvement. Non, je voulais juste préciser, parce que je pense qu'il va falloir qu'on en parle entre nous. Mais moi, effectivement, le 22-23, si le débat n'a pas lieu à l'Assemblée nationale, 23-24, pardon, si le débat n'a pas lieu à l'Assemblée nationale, je préférais qu'on en rediscute et qu'on prenne une décision commune. Moi, ce qui me semble important, c'est qu'on soit tous devant l'Assemblée nationale le jour où le projet est débattu. Simplement, vous dire que le 22, on fera une Assemblée générale le 22. Pour aller un peu plus sur le mouvement et la mobilisation. Le truc, c'est qu'on risque de ne le savoir qu'au dernier moment, si c'est reporté, et qu'on est toujours soumis aux 5 jours de préavis.
Mais on peut, nous aussi, on l'a déjà fait, on peut lever en préavis. On peut déposer le 22, le 23, 24 et lever s'il le faut le 24. Après, je pense que, comme l'a dit Lionel, on en sait suffisamment et il faut rapidement montrer voilà, ce que l'on en pense. Pour ce qui est de la grève, on refera une AG le 22 dans les mêmes conditions, peut-être pas dans ce foyer, mais en tout cas dans les mêmes conditions avec nos camarades des radios locales que l'on a par Facebook Live. Juste pour vous dire quand même qu'après 2 ans où on a eu un bras de fer avec la direction concernant le décompte des heures de grève, nous avons obtenu satisfaction. En clair, si vous faites une journée de grève, on ne peut pas vous décompter plus de 5 heures de travail. Voilà, je vous le dis, c'est bon à savoir. Donc, et une demi-journée, 3 heures. Donc ne serait-ce que d'un point de vue salarial, ça vous donne quand même une idée, parce qu'on sait, bah voilà, si les salaires étaient ce qu'ils devraient être à Radio France, on n'en serait pas là. Excusez-moi, juste, je voudrais ajouter un petit point. Juste pour bien que vous compreniez, effectivement, moi je pense que la grève du 23 et 24 de la semaine prochaine est importante. Certains députés nous ont dit aussi que ça pouvait les aider en commission de montrer une opposition massive 1 mois avant la présentation de la loi dans l'hémicycle. Donc même si la loi est reportée, je pense qu'il faut montrer une unité assez forte sur la grève. Et par ailleurs, j'étais aussi présente ce matin au rendez-vous au ministère de la Culture. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il nous offre strictement aucune garantie à nous, la radio. Et ça rejoint les questions qui étaient posées sur ce qui se passe à France Inter. Aucune garantie au niveau financier. On a demandé, est-ce que vous pouvez, dans cette loi, rajouter un amendement pour mettre un minimum de budget pour la radio au sein de cet audiovisuel public? Ils le refusent. Ils ne veulent absolument pas graver dans le marbre un budget minimum pour la radio. Donc un jour, on aura un directeur financier commun avec un budget commun. Sur l'éditorial, c'est pareil. Ils ne veulent pas mettre en place de garde-fous pour la liberté d'expression, pour l'éditorial. C'est-à-dire qu'ils ont une précipitation pour faire cette loi avant 2027. Nous, on a exactement l'avis contraire. Eux, ils pensent qu'ils nous protègent en nous unissant avec la télé. Nous, on leur dit, si en 2027, il arrive quelque chose d'autre au niveau de la présidentielle, on offre un audiovisuel public à l'Élysée et en fait, c'est un dialogue de sourds. On n'a pas du tout les mêmes arguments. Et nous, on pense qu'il y a un risque sur la liberté d'expression avec ce projet de loi audiovisuel public et ça, ils le dénoncent. Et je pense qu'il faut qu'on soit clair, nous, là-dessus. Et sur la masse salariale, c'est pareil. On n'a aucune garantie sur les emplois. Ils nous parlent effectivement de 20 millions d'euros pour aligner les conventions collectives, mais à terme, il peut y avoir des suppressions de postes dans différentes fonctions support. Ça, c'est pas dit. Donc, dans ce texte, en fait, aujourd'hui, c'est une coquille vide. Il n'y a strictement aucune garantie pour le périmètre actuel de la radio. Moi, je pense à titre personnel aussi au nom du SNJ qu'il faut le dire assez clairement et assez fort avant l'arrivée de la loi dans l'hémicycle. Juste. Et comme le disait Célia, il faut faire pression auprès de nos députés. Je m'adresse à ceux qui nous suivent en Facebook Live en région et ici, il faut interpeller son ou sa députée impérativement et lui poser des questions sur ce qu'il pense de cette loi. Et s'il a besoin d'informations, vous pouvez lui en apporter ou vous retourner vers les organisations syndicales pour qu'on aille les rencontrer. Il est hyper important aujourd'hui de semer le doute chez certains et cultiver ce doute, d'autant qu'il y a des députés MoDem qui se posent beaucoup de questions sur cette réforme. Donc il faut faire pression sur les parlementaires. Une dernière chose, c'est pour réagir aussi sur comment on mène tous les combats de front, la liberté d'expression, etc. En fait, c'est assez lié. Hein. C'est-à-dire que s'ils continuent à nous faire un chantage sur notre financement, puisqu'ils disent on ne vous garantit pas la pérennité du financement si on n'obtient pas la fusion, s'ils continuent à mettre en cause effectivement notre indépendance financière, notre indépendance par rapport à notre gouvernance, la liberté d'expression, c'est fini également. Donc c'est le même combat. Et c'est là où il faut se faire entendre. Donc rendez-vous le 22 pour une autre... Disait Célia, même si le texte est reporté, je pense que c'est le moment de le faire. Après, ça repousse à fin juin et on ne peut pas se laisser dicter le tempo tout le temps. Voilà. Alors merci. Des questions? Des prises de parole? Donc AG le 22 et on précisera les modalités de grève notamment parce qu'elles sont différentes maintenant si vous êtes à l'antenne ou pas. Donc on précisera ça.
Merci à toutes et tous, ici à la Maison de la Radio et en Facebook Live. Merci.